Mai 2003. La haine interethnique secoue la République démocratique du Congo. Les combats sont sanglants. Et comme chaque fois, les civils terrorisés choisissent le chemin de l'exil. Très vite, les camps de l'ONU et ceux d'organisations humanitaires sont débordés. Devant le désastre qui s'annonce, l'Union européenne décide, et c'est une première, d'unir ses forces. 1500 hommes, la bannière est européenne mais le commandement est français, sont envoyés sur place. Artemis sera le nom de code de l'opération. J'étais dernièrement au Congo pour l'opération Artemis. Donc j'ai vu se déployer les forces spéciales à Bunia, puisqu'elles sont arrivées. Leur mission était de préparer l'arrivée de la force Artemis elle-même. Donc eux, c'était un peu l'élément précurseur de la force Artemis qui devait sécuriser la zone où Artemis devait se déployer par la suite. Ils sont arrivés 3-4 jours avant le déploiement effectif d'Artemis. Le 6 juin, c'est encore l'aube. Les forces spéciales sont évidemment les premières à arriver au Congo. Plus précisément dans la ville de Bunia, tombée aux mains des insurgés. Cette mission permet de découvrir une autre de leurs armes, le dialogue. Quel âge tu as? Il parle pas français? Non, Quel âge il a? Il a peut-être à 17 ans. 7 ans? C'est jeune quand même, non? Tu trouves pas? Ouais. Vous savez que les Français donc se sont installés à Bunia? Mais nous écoutons ça par la radio. Par la radio, la force nationale. Et tu sais aussi que le général français a rencontré le chef des Lendou hier. Depuis hier. Hein, voilà. Et que les Lendou vont avoir un centre politique dans Bunia maintenant. Ça pourrait être pour nous aussi d'arriver là, à l'occasion. Ben pourquoi pas? Mais ça doit se faire dans les pourparlers de paix, hein, pas avec la guerre. Hein. Non, pas avec la guerre. Je fais ce que tu veux, tant qu'il n'y a pas d'histoire avec les Français, vous êtes nos amis. Hein. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je dis surtout pas qu'il y ait une arme qui soit levée sur un Français. Parce que sinon, je suis obligé de dire OK. Et là, ça va mal finir. Non, pas, bon, il n'y a pas. Ah, ok, en avant. Attention, mec devant chez nous. Hein. Ok, en avant, tranquillement. Ils sont tombés dans une... C'est pas vraiment une embuscade, parce que c'était pas absolument destiné, dirigé contre eux, mais ils sont tombés dans un échange de tirs entre miliciens adverses, et ils sont rentrés résolument dans le débat, j'allais dire, pour y mettre fin. C'était assez impressionnant de voir comme, alors qu'ils étaient en pleine bataille, il y avait des échanges de tirs assez nourris. Ils sont arrivés là-dedans avec autorité. Ils ont essuyé quelques tirs en leur direction. Il n'y a pas eu de réaction incontrôlée de leur part, tout était bien maîtrisé. Ils ont répliqué avec beaucoup de précision, en tout cas avec suffisamment de précision pour que les tirs s'arrêtent finalement assez vite, pour que les adversaires prennent la fuite et les miliciens qui étaient du côté de la ville se retirent sagement. Les miliciens qui ont ouvert le feu sur nous dès le passage de la piste, pour l'instant on est sur nos limas comme prévu. Ok, oui. Le Congo était était la première opération européenne auquel les forces spéciales françaises ont participé. Une mission assez sensible parce que la situation au Congo, quand on est arrivé, était compliquée, était à la fois dangereuse. Donc c'était une opération très sensible. Il y a eu des moments, je dirais, très durs, où il a fallu apprendre à se faire respecter par les belligérants.
Et je crois que c'était une réussite parce que nos hommes ont su à la fois faire passer de la fermeté et puis également chercher le contact quand il le fallait, mais toujours, et c'est le maître mot, chercher à se faire respecter pour justement créer ce phénomène de rapport de force qui nous a été absolument nécessaire dans les premiers jours pour saisir l'aéroport et faire les premières patrouilles en ville. Plus que tout autre, le soldat du COS est le combattant le mieux préparé à la guerre moderne. Il est fini le temps où les belligérants, l'uniforme identifiable comme un étendard, s'affrontaient sur un terrain clairement délimité. La guerre aujourd'hui peut éclater n'importe où, l'ennemi choisissant parfois de se fondre au sein de la population. C'est le temps du terrorisme et de la guerre civile. Les unités militaires interviennent dans ce contexte extrêmement élaboré, extrêmement complexe, et celles qui sont le mieux armées pour avoir cette capacité de discernement, pour intervenir, pour procéder à des arrestations, pour frapper dans ces contextes complexes, sont les forces spéciales. Entre deux opérations, ces hommes s'entraînent sans relâche. Rien ne peut être laissé au hasard par ces soldats qui opèrent toujours en petit nombre. Ils le savent, au moment de leur mission, il leur faudra agir vite et presque toujours de nuit. Parachutistes chevronnés, ils sont aussi des plongeurs émérites. Ils sont les spécialistes de ce que les militaires appellent le changement de milieu. Largués avec leur matériel, ils sont prêts le temps que dure un saut à entamer leur mission sous-marine. Moi, j'ai vu des soldats crédibles. Déjà au point de vue de leur armement, mais aussi au point de vue de leur façon de se déplacer, leur façon de bouger, leur façon de travailler entre eux. On s'aperçoit que ce sont des soldats qui ont une grande autonomie de décision, les uns par rapport aux autres. Ce sont des soldats qui sont apparemment aguerris, qui ont une grande expérience, qui leur permet d'avoir une espèce de confiance en eux, une espèce de décontraction. Ils ne sont pas impressionnés par leur mission, donc le travail semble facile pour eux. Vous trouvez chez eux une calme, une sérénité, une force zen à l'intérieur d'eux-mêmes, parce qu'ils sont allés au bout de leurs limites, ils les ont testées. Quelque part, ça leur donne une connaissance d'eux-mêmes et des autres, peut-être plus forte et plus pointue que les autres. Et puis il y a aussi quelque chose qui est très fort chez le commando des forces spéciales, c'est cette intime conviction que quel que soit son niveau d'excellence, il n'est bon que par les autres. Et donc ça détruit le côté, la tentation, je dirais, du côté Rambo, où je suis le kek qui va détruire 5 divisions soviétiques avec 3 coups de feu. Et donc c'est le travail d'équipe, la solidarité, et donc une vraie forme d'humilité derrière le talent. Et c'est bien cette gentillesse toute simple dont Madame Delon se souvient aujourd'hui. En septembre 2002, elle faisait partie des 1750 Français qui composaient la première vague d'évacuation dans la région nord, tombée sous le contrôle des insurgés. Les militaires, ils ont été au top. Là, ils ont été à tous les niveaux. Ils trouvaient le mot qu'il fallait pour dire aux gens que bon, les gens étaient désespérés, les Ivoiriens, de nous voir partir. Mais les Français aussi étaient désespérés de partir. Mais à la fois soulagés de partir. Mais ils avaient le mot juste, ils avaient le mot encourageant. Moi, j'étais vraiment impressionnée. Je m'attendais pas du tout à voir des militaires comme ça. J'imaginais des brutes, quoi, et puis des gens plus autoritaires, plus. Non, j'ai vu des gens, mais vraiment gentils, quoi. C'est pas un mot qu'on dit un militaire qu'il est gentil. Calme et sang-froid. C'est ce qui caractérise ces professionnels au cœur des conflits d'aujourd'hui. C'est bien ainsi que le pasteur américain Dan Gruda décrit les hommes des forces spéciales qui l'ont évacué,
lui et les 197 civils installés dans son école religieuse aux environs de Bouaké, au nord de la Côte d'Ivoire. They seemed to be men that were very well trained, men that knew how to do their job. They had a specific goal in mind. They were not looking for other things to do. They were not finding their own things to do. They were doing what they had been told to do. But more than that, I think they understood why they were there. They understood the job that they were trying to do, and they would do everything they could to make that job go well. Cela fait maintenant 3 ans que la Côte d'Ivoire est secouée par de violents affrontements entre le Nord et le Sud. Personne n'est donc tout à fait surpris quand le 19 septembre 2002, la situation menace de devenir vite incontrôlable dans la région Nord. Le COS organise avec une simplicité impressionnante l'évacuation de ses premiers ressortissants occidentaux. About 3:15 in the afternoon, and said that we had 1 hour and the evacuation would start. So we lined up all of our vehicles in the center road of the school. We put all the children into the vehicles, loaded their luggage in the vehicles, and everyone was lined up, and at 4 o'clock we had everyone prepared in the vehicle, so I went and saw him and told him, okay, we're ready. And his troops began moving people out the front gate and pulling down the road toward Mbayakro. They did not go through Bouaké. They went away from Bouaké because the rebels still had the position up on that road. There were 197 people in the convoy, 17 vehicles. It took them about 10 hours to make a trip that takes us normally about an hour and a half, because they took back roads and they went through places where there were trees fallen across the road, other things, barriers placed in the road that had to be cleaned out of the way. So it was a long process, but they arrived safely in Yamoussoukro at about 2 a.m. J'ai l'impression que ce sont des soldats qui sont choisis en fonction de qualités qui sont aussi intellectuelles et qui sont capables de comprendre l'intérêt de leur action dans un contexte géostratégique. Ils délivrent la mort, ils peuvent la recevoir, ils peuvent être blessés, donc ils ont un rapport à la vie à la vie et à la mort qui est un rapport très, très fort et très puissant, et ils ne jouent pas avec ça. Et donc ne jouant pas avec ça, ils n'ont pas de comportement cow-boy, à la dégaine, etc. Parce qu'encore une fois, ils ont touché, ils ont traversé un certain nombre de choses qui leur donnent cette puissance et cette maturité. Moi, ceux que j'ai rencontrés, en tout cas, sont des gens calmes, des gens pondérés, qui maîtrisent leurs gestes et leurs expressions. On voit que ce sont des gens qui ont été sélectionnés sur des critères de stabilité émotive. Et ceux que j'ai rencontrés, en tout cas, m'ont donné vraiment l'impression d'être des gens cool, quoi. Et il semble aussi maîtriser un langage bien singulier. À H-22 minutes, 4 rapaces 1 ici pour l'appui. Pour le marquage, SAM, PAOS, 5 minutes. Je vous rappelle que la TT, quoi qu'il en soit, doit poser à H+18. Une opération du COS, c'est une affaire de professionnels, c'est aussi une histoire d'amitié. Avant chaque mission, les commandos et les membres d'équipage des hélicoptères et des avions passent 15 jours en autarcie complète pour devenir une équipe aux liens soudés. Quand ces mêmes pilotes et ces équipages partent récupérer les hommes au sol, ils seront prêts à partager tous les risques pour aller chercher un copain. L'arrestation de criminels de guerre sur un théâtre d'opération est effectivement une mission qui relève des forces spéciales, et elle est d'ailleurs assez symptomatique de ce dont sont capables les forces spéciales. Pourquoi? Parce qu'une vraie mission de force spéciale, c'est vraiment quelque chose qui est à mi-chemin d'une opération militaire classique et qui parfois peut s'approcher par certains des aspects d'une opération de police. Parce que les forces spéciales
contrairement à ce qui ressort de l'imagerie populaire, sont d'abord des unités capables de mener des missions de renseignement très particulières. Il faut faire du renseignement préalable qui peut aller jusqu'à des filatures, du travail en coordination étroite avec les moyens de renseignement présents dans le pays, et puis on va jusqu'à l'arrestation qui est souvent extrêmement périlleuse puisqu'on a en face de soi des criminels qui sont armés, qui se savent rechercher, donc qui sont prêts à se sacrifier ou aller jusqu'aux dernières extrémités plutôt que d'être pris. On s'est orienté sur ces techniques-là parce qu'on s'est rendu compte que souvent elles se déplaçaient en véhicule, comme les arrestations policières en France, et on s'est penché là-dessus de manière à pouvoir procéder à l'arrestation de criminels de guerre en véhicule. Et c'est le conflit des Balkans qui oblige les hommes du COS à maîtriser cette activité quasi policière. Sous l'égide de l'OTAN, ils ont participé à l'arrestation en Bosnie de criminels de guerre, aujourd'hui en cours de jugement. Coupe le moteur! Les mains sous le siège! Les mains sous le siège, je te dis! Tourne la tête, tourne la tête. Tourne vers le ciel. Descends. Toujours. On bouge pas derrière! On bouge pas! C'est pas des gens qui peuvent partir à 10 000 pour faire une opération dans les Balkans. C'est des gens qui sont peu nombreux. En revanche, ils vont être parfaits pour traquer des criminels de guerre, pour faire des opérations de sauvetage, pour aller dans les montagnes d'Afghanistan, visiter des grottes et chercher des gens. Leur degré de spécialisation, leur niveau d'entraînement les prédestine à être en pointe de ces opérations dont on ne sait jamais quel visage elles vont revêtir. Et c'est effectivement le cas lorsqu'il faut déployer des hommes pour arrêter des criminels de guerre en Bosnie ou ailleurs. C'est effectivement le cas lorsqu'il faut intervenir en milieu urbain pour dégager des ressortissants ou des otages en situation de très forte hostilité. Et c'est également le cas quand il faut faire du renseignement préalable à une intervention armée dans un milieu à haute hostilité, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international. On a bien vu que en pleine crise violente entre la France et les États-Unis sur la position en Irak, affichée par la France qui refusait d'aller combattre en Irak avec les Américains, on a bien vu que lorsque le président Bush et le président Chirac se sont rencontrés à Évian en juin 2003, je crois, c'est là, entre eux, que la décision a été prise d'envoyer des membres du COS en Afghanistan.